Ndagbia Mobutu, l'héritière oubliée du léopard. Où est-elle maintenant? Elle a grandi dans le marbre et l'or. À Gbadolite, le Versailles de la forêt équatoriale, Ndagbia Mobutu courait dans des couloirs gardés par des soldats au béret rouge. Elle était la fille cadette du léopard, le plus jeune des 9 enfants du premier mariage de Mobutu avec Marie-Antoinette. Son père s'appelait Mobutu Sese Seko, le maître du Zaïre, celui que l'Occident courtisait, que les foules acclamaient, que l'Afrique craignait. Sur les photos d'archives de 1984, on voit une petite fille à l'Élysée, serrant la main de François Mitterrand. À côté d'elle, le maréchal, immense dans son costume à col Mao, pose en père fier. Ndagbia a peut-être 10 ans. Elle ne sait pas encore que cette vie de conte de fées va se transformer en cauchemar. Elle ne sait pas qu'un nom peut être un trône, mais aussi une prison. Aujourd'hui, alors que les projecteurs se sont éteints sur la dynastie Mobutu, que reste-t-il de cette princesse? Où est-elle? Que fait-elle? Et comment porte-t-elle le poids écrasant d'un nom associé à la fois à la grandeur et à la prédation? C'est cette histoire que nous allons raconter. Une histoire de chute, de silence, de résilience et de renaissance. La petite Ndagbia a grandi entre Kinshasa, la résidence de l'Ansele, et Gbadolite. Son père, qu'elle décrit comme aimant et présent, veillait sur elle. Mais le Zaïre des années 80 était une cocotte minute. Mobutu pillait les caisses de l'État. La dette publique explosait. Les routes pourrissaient. Mais à l'intérieur du palais, tout n'était que faste. Ndagbia étudie en Europe, apprend les langues, fréquente les meilleures écoles. Elle baigne dans le culte de la personnalité. Le MPR, le parti unique, vénère le guide. Ndagbia est une princesse sans couronne. Elle n'a rien demandé. Elle est simplement née au bon endroit. Mais l'histoire ne pardonne pas. En 1977, sa mère, Marie-Antoinette, la première dame, meurt en Suisse. Ndagbia a à peine 6 ans. Mobutu se remarie avec Bobby Ladawa 2 ans plus tard. La famille s'agrandit, mais les blessures se cachent sous le velours. Puis vient 1990, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Les États-Unis n'ont plus besoin du maréchal. Les opposants se lèvent, les pillages se multiplient. Mobutu, malade, affaibli, tente de négocier. Mais le vent de l'histoire est contre lui. En 1997, Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda, avance vers Kinshasa. Ndagbia a 23 ans. Elle voit son monde s'effondrer. Les avions décollent dans la nuit. Il faut tout laisser derrière, les villas, les domestiques, les souvenirs d'enfance et cette illusion d'intouchabilité. L'exil est brutal. Le clan Mobutu atterrit d'abord au Maroc, où le roi Hassan II, dernier allié, leur offre l'asile. Puis, le père meurt d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997, à Rabat. Ndagbia, la cadette, regarde la dépouille du léopard être placée dans une tombe anonyme, loin du fleuve Congo. Elle réalise soudain que son nom n'est plus un sésame, c'est un fardeau. Les journaux l'appellent la fille du dictateur. Les comptes bancaires sont gelés, les biens sont saisis, la famille se disperse. Certains enfants retournent en RDC, d'autres s'installent en Europe. Ndagbia, elle, choisit l'Europe. Bruxelles, où elle a étudié, devient son refuge. La chute du Zaïre a laissé des traces. Ndagbia Mobutu n'a jamais officiellement bénéficié des milliards pillés par son père. Elle n'a jamais été inculpée, mais elle a porté la honte d'un nom. Dans les années 2000, alors que le Congo se reconstruit dans le sang, Ndagbia décide de travailler. Elle ne veut pas vivre de reste. À 22 ans, elle ouvre une boutique de vêtements en Côte d'Ivoire. Le premier pas est timide. Elle apprend la gestion, les clients, les fournisseurs. Mais le continent africain n'est pas clément pour une héritière déchue. Elle part pour l'Afrique du Sud, se lance dans l'import-export. Rien ne lui est donné. Elle doit prouver qu'elle vaut plus que son patronyme. Puis elle revient en Europe, à Bruxelles. Elle suit une formation en cuisine. En 2009, elle ouvre un restaurant, baptisé Endez, spécialisé dans les plats africains. Le succès est mitigé. Le restaurant ferme ses portes en 2012. Encore un échec. Encore une leçon.
Elle rebondit dans l'événementiel, créant une société de réception pour la diaspora congolaise. Mais la vie est un combat quotidien. Les regards se retournent sur elle. Tu es la fille de Mobutu. Tu devrais avoir des millions. Pourtant, elle travaille comme chef de salle. Elle porte des plateaux. Elle essuie les tables. Personne ne la reconnaît. Et c'est tant mieux. En 2019, Ndagbia occupe un poste de chef de salle dans un restaurant bio à Bruxelles. Son salaire est modeste. Ses enfants sont à charge. Elle est mère célibataire. Un jour, elle raconte qu'on lui a refusé un logement à cause de son nom. Un autre jour, un employeur l'a humiliée en public. Le regard des autres change. Les privilèges s'effacent. Une nouvelle réalité s'impose, plus exigeante. C'est la rançon de l'héritage. Son père a laissé une dette morale colossale. Et elle paie, même si elle n'a jamais signé aucun décret. Cette injustice, elle l'accepte. Mais elle ne s'y soumet pas. En 2021, elle se lance un dernier défi. Forte de ses 20 ans d'expérience, elle fonde Asieco Service, une conciergerie de luxe active en RDC et à l'international. L'idée est simple, offrir des services haut de gamme aux particuliers et aux entreprises. Gestion des voyages, organisation d'événements, assistance personnalisée. Elle ouvre même un salon VIP à l'aéroport international de Njili, à Kinshasa. Les premiers contrats sont durs à décrocher. Son nom effraie autant qu'il fascine. Mais elle tient. Elle déploie Asiekos à Brazzaville, en Europe, et vise le marché panafricain. Peu à peu, les résultats viennent. Elle n'est plus seulement la fille de. Elle devient femme d'affaires, PDG, employeuse, entrepreneur accomplie. Elle a aussi trouvé une cause. Ndagbia s'engage désormais pour les femmes victimes de violences. En juin 2025, lors d'une conférence internationale, elle prend la parole. Le titre de son intervention, « Le silence tue, parlons pour guérir ». Elle ne parle pas de politique, elle parle de traumatisme. Elle pense à toutes ces femmes violées, abusées, réduites au silence, qui n'ont jamais osé dénoncer. Elle dit « Le silence peut être dangereux, le silence peut être mortel ». Sa voix est calme, mais percutante. Elle ne pleure pas sur son propre sort. Elle milite pour que la parole des survivantes devienne un outil de guérison collective. N'est-ce pas là une manière de se racheter? Non pas une amende, mais une reconstruction par l'empathie. Elle ne défend pas son père, elle défend les invisibles. Aujourd'hui, Ndagbia Mobutu vit entre Bruxelles et Kinshasa. Elle voyage régulièrement. Elle gère Asieco Service en personne. Elle veille sur ses 3 enfants, dont l'une est déjà mariée. Elle ne demande ni pardon ni réhabilitation. Mais elle lance un cri. Respectez mon héritage, mais laissez-moi créer ma propre identité. C'est un appel à ne plus la juger sur les crimes d'un père. Un refus d'être réduite à une ombre. Un refus de l'effacement. Sur les réseaux sociaux, on la voit peu. Elle n'étale pas sa fortune. Elle montre plutôt des visites d'orphelinat, des conférences, des lancements de projets. Là où certains enfants de dictateurs se cachent ou vivent de rente, elle a choisi l'indépendance par le travail. Une indépendance chèrement acquise. Le passé, pourtant, la rattrape encore. En décembre 2025, sur Facebook, elle publie une photo d'elle en Europe, avec une légende sobre. Ndagbia Mobutu, la cadette de la famille Mobutu. Quelques likes, quelques commentaires, rien de plus. Elle n'est pas une influenceuse. Elle n'est plus une princesse. Mais elle existe. Toujours vivante, toujours debout. La question que beaucoup se posent, Ndagbia Mobutu est-elle riche? L'argent pillé par son père, estimé à plusieurs milliards de dollars, a été dispersé, gelé ou saisi par les justices belges, suisses et congolaises. Les enfants Mobutu n'ont hérité que de miettes. Certains vivent encore modestement en Belgique, au Portugal ou en France. Ndagbia elle-même l'avoue sans phare. Après l'exil, il a fallu recommencer à zéro. Ces entreprises ne sont pas des coquilles vides. Elles emploient du personnel, paient des impôts, génèrent des revenus légitimes. Son train de vie est décent, mais loin des palais de Gbadolite. Une transformation personnelle s'est opérée. « Je suis une femme mûre qui a appris de la vie », dit-elle. Son fils, sa famille, ses collaborateurs
Voilà son nouveau trône. Mais le poids du nom ne disparaît jamais. Quand elle se promène à Kinshasa, certains la reconnaissent. Des regards chargés de haine, d'autres de curiosité. La RDC n'a pas digéré les 32 ans de dictature. Et pourtant, une partie de l'establishment politique actuel tend la main au Mobutu. En 2025, le gouvernement congolais a même participé à une exposition à la gloire du maréchal, supervisée par Mzanga Mobutu, le demi-frère de Ndagdia. Les enfants du premier lit, eux, restent souvent à distance. Ils ne cautionnent pas cette réhabilitation à marche forcée. Ndagdia fait partie de ces voix plus discrètes. Elle ne monte pas au créneau pour défendre l'indéfendable. Elle préfère s'éloigner des polémiques et se concentrer sur l'avenir de ses enfants. C'est aussi une forme de sagesse. Aujourd'hui, elle est PDG d'Asiekos Services, active en RDC et à l'international. La conciergerie de luxe ouvre ses portes à une clientèle exigeante. Hommes d'affaires, diplomates, personnalités en déplacement. Il y a aussi un volet solidaire. Elle organise des événements pour des associations de femmes. Son but affiché, prouver qu'un nom ne définit pas tout. Qu'il est possible de se créer une place sans renier ses origines, mais sans non plus en être esclave. Alors, où est Ndagdia Mobutu aujourd'hui? Elle est là. Ni totalement dans l'ombre, ni vraiment sous les projecteurs. Elle a choisi de ne pas être une victime. Après avoir traversé la chute, l'exil, les emplois précaires, les humiliations, elle a construit, brique par brique, un nouveau destin. Elle ne défend pas Mobutu. Elle ne le trahit pas non plus. Elle raconte simplement, lorsque papa est décédé, la vie a complètement changé. Elle a pleuré, et puis elle a avancé. Parce que telle est la condition des héritiers de dictateurs. On ne peut pas fuir son sang, on ne peut pas changer son histoire, mais on peut choisir la manière dont on la porte. Ce que nous enseigne Ndagdia, c'est que la résilience n'a pas de parti. Elle n'est ni de droite, ni de gauche. Elle n'est ni mobutiste, ni anti-mobutiste. Elle est simplement humaine. Ndagdia Mobutu a perdu son père, sa mère très tôt, ses privilèges et parfois sa dignité. Mais elle a refusé de se laisser définir par le regard des autres. Elle est aujourd'hui une femme d'affaires respectée, une mère de famille, une voix pour les femmes meurtries. Elle n'a pas changé le monde, mais elle a changé sa vie. Et cela mérite d'être raconté. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la. Parce que l'Afrique a besoin de récits nuancés où les enfants ne paient pas toujours les dettes des pères. Moi, c'est votre nom. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de portraits d'héritiers de l'histoire africaine. Et dites-moi en commentaire, selon vous, Ndagdia Mobutu mérite-t-elle cette seconde chance? Le silence lui va-t-il mieux que le trône? Je vous écoute. À la prochaine. Et souvenez-vous, un nom n'est jamais qu'une étiquette. C'est ce qu'on en fait qui compte.